Bonjour à tous. Donc, on vient de voir la caractérisation des bases en dimension finie. On sait qu'une base, c'est une famille à la fois libre et génératrice. Et donc, on vient de voir que l'on pouvait remplacer l'une de ces deux conditions par un argument de dimension. À savoir que le cardinal de la famille était égal à la dimension de l'espace. On va faire exactement la même chose pour les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Par définition, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires sont supplémentaires si leur intersection est réduite à 0 et leur somme est égale à l'espace tout entier. On va voir que l'on peut remplacer l'une de ces deux conditions par un argument de dimension. Alors, avant ça, on a pas mal de choses et de propriétés à voir avant d'en arriver là. Déjà, tout d'abord, il faut pouvoir parler de la dimension d'un sous-espace vectoriel. Jusqu'à présent, on a vu la dimension d'un espace vectoriel. Et si un espace vectoriel est donc de dimension finie, évidemment, tout sous-espace vectoriel de cet espace vectoriel de dimension finie sera aussi de dimension finie. Et on a même une autre propriété. Donc alors, je vais déjà commencer à écrire ça. Proposition. Donc, soit grand E, un K espace vectoriel de dimension finie. Soit grand F, un sous-espace vectoriel de E. Alors, on a première propriété, grand F est lui-même de dimension finie et la dimension de F est plus petite que la dimension de E. Ou ici, la notion de dimension de F, comme F est un sous-espace vectoriel de E, on sait que c'est lui-même un K-espace vectoriel, du coup on peut parler de la dimension de F. Et ça doit peut-être vous rappeler un petit peu des choses au niveau des ensembles finis avec les cardinaux. Si on avait grand E un ensemble fini, attention ici grand E c'est un ensemble infini, il a un nombre infini d'éléments, on ne peut pas parler de son cardinal, surtout pas. Par contre, on parle de sa dimension. Mais on avait vu, dans le cadre des ensembles finis, au moment du chapitre sur le dénombrement, que si grand E est de cardinal fini, et qu'on prend un sous-ensemble de grand E, alors forcément ce sous-ensemble est aussi fini, et il a un cardinal plus petit que le cardinal de l'ensemble grand E. Et on avait vu que il y a égalité des cardinaux si et seulement si, en fait vous imaginez un ensemble grand E fini, un sous-ensemble grand F qui est inclus dans grand E et qui a le même cardinal de grand E, on avait dit alors F est forcément égal à E. Et bien là, ça va être un peu la même chose au niveau des dimensions. Ici, deuxième propriété, si grand F est un sous-espace vectoriel de E qui vérifie dimension de F est égale à la dimension de E, alors forcément grand F est égal à grand E tout entier. Donc petit 2. On a dimension de F égale dimension de E implique F égale à E. Et puis la réciproque est forcément vraie. Donc si et seulement si F est égal à E. Alors, pour la preuve de cette propriété-là, je vais la faire à l'oral. Vous avez le détail sur le cours polycopié parce que je la fais à l'oral parce que c'est des choses, des méthodes en fait qu'on a déjà vues. Donc je ne vais pas les réécrire de nouveau. Si donc
Premier point, déjà, je vais prouver à l'oral le petit a. Si f est un sous-espace vectoriel de E, alors il est forcément de dimension finie et sa dimension est plus petite que la dimension de l'espace. Si f est réduit à 0, c'est évident. Supposons que f est différent de 0, et à ce moment-là, on va considérer... En fait, pour savoir ça, il nous faut, quelque part, il nous faut une base de f. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une famille libre de f, et parmi toutes les familles libres possibles dans f, on en prend une qui a le plus grand cardinal possible. Donc on prend une famille libre de f avec un cardinal maximal. Donc admettons que f égale, c'est juste mon brouillon, je vous explique juste à l'oral, famille libre de grand F, tel que le P qui est là, il est maximal. Il n'y a pas de famille libre ayant plus d'éléments que cette famille-là. Eh bien, cette famille-là constitue une base de F. Pourquoi s'agit-il d'une base de F? Pour montrer, alors forcément elle est déjà libre, pour montrer qu'elle est génératrice, il suffit de prendre un autre élément de F et considérer comme ce qu'on a fait souvent, la famille F union X, où X est un élément quelconque de F, soit X appartenant à F. Cette famille-là, elle est forcément liée, parce qu'elle a plus d'éléments que F, et on a dit, c'était le F qui est là, c'est parmi toutes les familles libres, c'est celle qui a le plus d'éléments possible. Donc ça, c'est une famille d'éléments du sous-espace vectoriel grand F qui a plus d'éléments que celle-ci, donc elle est forcément liée. Et comme celle-ci est libre, X appartient forcément au sous-espace vectoriel engendré par la famille F. Donc n'importe quel vecteur de grand F s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de cette famille. Je m'excuse, F et F, c'était pas forcément des bonnes notations, j'aurais dû la noter autrement. Bon, tant pis. Du coup, cette famille-là est à la fois une famille libre et génératrice de F. C'est une base de F. Donc F est de dimension finie, étant donné qu'il a une famille génératrice ayant un nombre fini d'éléments. Quand j'ai considéré une famille libre de F de cardinal maximal, je ne l'ai pas dit, mais forcément elle existe bien, parce que et le P qui est là, à partir du moment où j'ai une famille libre de F, c'est aussi une famille libre de E, donc elle a forcément moins d'éléments que la dimension de E. Donc le petit p qui est là, il est forcément plus petit que la dimension de E, et comme on a une base, ça correspond à la dimension de F. Voilà, donc on a le résultat ici. Et pour le petit 2, donc l'implication qui nous intéresse est évidemment celle-ci. On suppose que la dimension de F est égale à la dimension de E. Alors, à ce moment-là, on prend une famille qui est une base de F. Alors, je vais l'appeler B cette fois-ci. On a une famille qui est une base de F. C'est en particulier une famille libre de E. Et quel est le nombre d'éléments de cette famille libre? Comme c'est une base de F, son nombre d'éléments, c'est la dimension de F. Mais par hypothèse, dimension de F est égale à dimension de E. Donc c'est une famille libre qui a autant d'éléments que la dimension de E. Caractérisation des bases en dimension finie, c'est une base de grand E. Du coup, la famille ici, qui était une base de F, en fait c'est une base de grand E. Du coup, on a que le sous-espace vectoriel engendré par B, c'est grand E. Mais lui, par hypothèse, c'était F. Du coup, F est égal à E. Voilà.
Donc ça prouve ces deux propriétés. Petit 2, sous-espace vectoriel supplémentaire et dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. Alors, dans ce paragraphe petit 2, on va voir notamment la formule de Grassmann, qui nous permet d'avoir la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. Mais avant ça, on va commencer par montrer qu'en dimension finie, si je prends un sous-espace vectoriel f de E, hein, où E est un k-espace vectoriel de dimension finie, alors f possède forcément au moins un supplémentaire. Donc théorème, soit grand E un k-espace vectoriel de dimension finie, soit grand F un sous-espace vectoriel de E, donc en particulier, on sait que f est lui-même de dimension finie et que sa dimension est plus petite que la dimension de E. Et ici, alors grand F possède au moins un sous-espace vectoriel supplémentaire. Dans E, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel G tel que f inter G est réduit à 0 et f plus G est égal à grand E. Il existe au moins un tel sous-espace vectoriel G. Et de plus, tous les sous-espaces vectoriels G qui vérifient ça, ils sont forcément de dimension finie, parce que ce sont eux-mêmes des sous-espaces vectoriels de grand E. Et leur dimension, ben, on la connaît. Parce que imaginez qu'on est dans E égale R3 et on prend F, un plan de E. Quels sont les sous-espaces vectoriels supplémentaires possibles pour grand F? Toutes les possibilités, ben en fait, ce sera toutes les droites qui ne sont pas dans le plan F en fait. Et qu'est-ce que vous remarquez? La dimension de F ici, si je suis dans R3, la dimension de F c'est 2, la dimension d'une droite c'est 1. On remarque que la dimension de F plus la dimension de C supplémentaire, ça donne la dimension de l'espace tout entier. Et ça c'est toujours vrai. Tous les sous-espaces vectoriels supplémentaires de F dans E ont la même dimension, qui est égale à dimension de E moins dimension de F. Et cette quantité, dimension de E moins dimension de F, elle porte un nom, c'est ce qu'on appelle la codimension de F. De plus, tous les sous-espaces vectoriels supplémentaires de F dans E ont même dimension. Égale à dimension de E moins dimension de F est appelée
codimension de F dans E. Alors, pour faire la preuve de ça, on va utiliser le paragraphe qui s'intitulait « Base et somme directe ». Donc, je vais faire un petit rappel oral là-dessus. Si vous vous souvenez, donc on avait dans le paragraphe base et somme directe, à partir d'une base de E, si ça c'est une base de E, on peut construire deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E si je pose F, le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là, et G, le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs qui suivent. Donc F égale vect des E1 jusqu'à EP. Et si je pose G, le sous-espace vectoriel engendré par EP plus 1 jusqu'à En, alors ce sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires dans grand E. Voilà, ça c'était un rappel. On va utiliser ça pour prouver l'existence, possède au moins un supplémentaire dans E. On va utiliser ça pour prouver l'existence d'un supplémentaire dans E. Alors, le F, lui, il existe déjà en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, donc le F, il existe déjà, c'est celui de mon énoncé. On va prendre une base de F qu'on appelle E1 jusqu'à EP, où P est forcément plus petit que N, vu que la dimension de F, on sait, si j'appelle N la dimension de E, le P qui est là, il est forcément plus petit. Voilà. Le P, il est forcément plus petit que la dimension de E. Parce que vous vous souvenez, hein, toute famille libre, dans un espace vectoriel de dimension finie, oui, je l'ai utilisé tout à l'heure et je ne l'ai pas rappelé, dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre a un nombre d'éléments plus petit que la dimension de l'espace. C'est pour ça tout à l'heure que le P qui était là, il était plus petit que la dimension de E, et c'est pour ça qu'on a ça encore ici. Et cette famille libre E1, EP, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir une base de E? Quel théorème je peux utiliser? On peut tout simplement utiliser le théorème de la base incomplète. Cette famille E1, EP, c'est une famille libre de E que j'ai tout à fait le droit de compléter en une base de E. Et à ce moment-là, en posant G, le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs ici qui m'ont permis de compléter la famille E1, EP en une base de E, alors cet ensemble-là, G, est un sous-espace vectoriel supplémentaire de F dans E. Ce qui nous prouve cette propriété-là. Donc je ne le rédige pas, je viens de le faire à l'oral. Vous avez la version détaillée dans le poly. Et maintenant, il faut montrer, alors c'était le cas de mon exemple, dans mon exemple ici, j'ai le sous-espace vectoriel supplémentaire que j'ai construit, il vérifiait cette propriété-là, il vérifiait sa dimension, c'était n-p, donc c'était la dimension de E moins la dimension de F. Maintenant, il faut que je vérifie que même si je prends un autre sous-espace vectoriel de F dans E, qui n'est pas forcément celui que j'ai construit tout à l'heure, n'importe quel sous-espace vectoriel supplémentaire de F dans E aura forcément cette propriété-là. Et là, je vais utiliser la deuxième proposition qu'on avait vue dans le paragraphe base et somme directe. Alors, quelle était cette deuxième proposition? C'était si je pars de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, je peux, à partir de ces deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, construire une base de E. Si je dispose d'une base
E1, EP, une base de F. Et d'une autre famille, E, P plus 1 jusqu'à E indice. Alors là, pour l'instant, je ne sais pas combien il y a d'éléments dans la base de G. Donc je vais l'appeler E indice M. Si j'ai deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, je prends une base de chacun des deux. Alors, la famille constituée de tous ces vecteurs-là, donc de E1 jusqu'à EM, forme une base de E. C'était la proposition qu'on a vue dans un paragraphe précédent. Et donc, comme c'est une base de E, son nombre d'éléments est égal à la dimension de E. Donc le M qui est là, en fait, c'est forcément la dimension de E. Et donc il y a combien d'éléments ici, dans notre base de G? Il y en a dimension de E moins dimension, moins petit p, qui est égal à la dimension de F. Du coup, tous les sous-espaces vectoriels supplémentaires de F dans E ont forcément la même dimension, égale à dimension de E moins dimension de F. Voilà. Et maintenant, on peut passer aux choses sérieuses. À savoir la formule de Grassmann, qui va nous permettre, qui est une formule importante à connaître, autant les propositions précédentes étaient assez naturelles, celle-ci, et la preuve aussi était assez naturelle, celle-ci est très importante de proposition et utile en exercice. Et je trouve la preuve assez amusante. Alors le point de départ de la preuve n'est pas naturel, mais une fois qu'on a le point de départ, après tout le reste se fait bien. Donc ici c'est la formule pour la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. Alors je vais faire un petit parallèle entre cette formule et une formule qu'on a pour les cardinaux. La formule qu'on a pour le cardinal d'une union, vous la connaissez, c'est cardinal de A plus cardinal de B moins le cardinal de l'intersection A inter B. Alors, ici, en fait, la formule qu'on va écrire, ce qui s'appelle la formule de Grassmann, ressemble beaucoup à celle-là. En tout cas, c'est un bon moyen mémotechnique pour retenir la formule de Grassmann. Même si, en soi, elles n'ont rien à voir, ces formules. Ici, si j'essaie de tout remplacer par des dimensions, ça tombe bien, A inter B, si A et B sont deux sous-espaces vectoriels, A inter B est un sous-espace vectoriel, il n'y a pas de problème. Par contre ici, on a un problème, l'union c'est pas un sous-espace vectoriel. Et en fait, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est écrit là, formule de Grassmann pour la dimension d'une somme de sous-espaces vectoriels. La somme de deux sous-espaces vectoriels reste un sous-espace vectoriel. Donc ici, on va donner une formule pour la dimension de deux sous-espaces vectoriels, A et B. Alors je vais les appeler peut-être F et G, en général c'est ce que j'utilise pour les sous-espaces vectoriels. Et donc la dimension d'une somme, c'est la somme des dimensions moins la dimension de l'intersection. Donc proposition, formule de Grassmann. Soit grand E, un K-espace vectoriel de dimension finie. Soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de E.
la jolie formule suivante. Dimension du sous-espace vectoriel f plus g est égale à dimension de f plus dimension de g moins la dimension de f inter g. Alors, est-ce que, avant de faire la preuve, on peut voir un petit peu ce qui se passe sur un exemple? Est-ce que cette formule elle est bien vérifiée dans un petit exemple tout bête de R3? Pour f et g, je vais prendre deux plans de R3. Alors, Alors ici, f plus g, c'est quoi? Dans mon exemple, si je prends deux plans de R3 qui ne sont pas confondus, donc ici, là ici bien sûr j'ai l'origine, enfin j'ai l'élément neutre 0. Si je prends deux plans de R3 qui sont distincts, leur somme, ça va être l'espace R3 tout entier. Donc ici, la dimension de f plus g, c'est 3. Dimension de f, c'est un plan, ça fait 2. Plus la dimension de g, c'est un plan aussi, ça fait 2. 4, on est donc à 4, moins la dimension de f inter g. Et donc ici, f inter g, c'est une droite. Donc je retire moins 1. Donc on a bien 2 plus 2 moins 1, ça fait bien 3. Donc dans cet exemple-là, en tout cas, la formule est bien vérifiée. On va essayer de prouver cette formule dans le cas général. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour la prouver? Ici, on va considérer un sous-espace vectoriel comme ça. Ici, donc lui je vais l'appeler H. Un sous-espace vectoriel H tel que, en fait, avec f inter g et H, ça me permet de récupérer f tout entier, et puis l'intersection entre f inter g et H est réduite à 0. Donc en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, je suis en train de considérer H un sous-espace vectoriel supplémentaire de f inter g dans f. Ça tombe bien, je viens de montrer, je ne pourrais pas faire ça si je ne venais pas de montrer la proposition précédente qui nous dit qu'il existe toujours des supplémentaires en dimension finie. Donc ici, l'espace vectoriel dans lequel je me place, c'est f. J'applique la proposition précédente à f, et f inter g, c'est un sous-espace vectoriel de f, donc il admet un supplémentaire que j'appelle h. Et en quoi ça m'aide de considérer ce h ici? Donc ici, je vais le rédiger tout à l'heure, on va choisir H tel que on est ça. On vient de voir que si deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, la somme de leurs deux dimensions, ça fait la dimension de l'espace tout entier. Donc ici, je sais que la dimension de f inter g plus la dimension de h, ça me donne la dimension de f. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ça se voit sur mon dessin. Quel est le lien entre G et H? Vous remarquez que G et H, leur intersection est réduite à 0. Et en plus, alors là, il faut faire le lien avec la formule qui est là. Donc H, on va essayer de le relier à F plus G. Ici, dans mon exemple, c'est grand E, mais dans le cas général, quand je vais faire G plus H,
ça va me donner la même chose que G plus F. Donc ici, en fait, on va prouver que G et H, donc ça c'est notre hypothèse, et on va essayer de montrer que G et H sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de F plus G. À partir du moment où j'ai réussi à montrer ça, ben on aura dimension de G plus dimension de H qui est égale à la dimension de F plus G. Donc, c'est bon, on aura réussi parce que du coup, la dimension de F plus G, ce sera la dimension de G plus la dimension de H. Et je remplace la dimension de H, c'était la dimension de F moins la dimension de l'intersection. Donc, on aura la bonne formule. Donc, le principe de la preuve, c'est, attention, le point de départ de la preuve est très important, de prendre H qui va être un supplémentaire de F inter G dans F. Et ensuite, on va essayer de montrer que H, c'est aussi un supplémentaire de G dans F plus G. Alors, preuve. On a dit soit H, un supplémentaire de F inter G dans F. Deux points, H, je vais l'écrire comme j'avais fait tout à l'heure, F inter G plus H est égal à F, et la somme est directe. On a en particulier, d'après la proposition précédente, que la dimension de F inter G plus la dimension de H égale dimension de F. Je l'écris comme ça parce que c'est à partir du moment où on a écrit ce que c'était que d'être supplémentaire, au niveau des dimensions, c'est facile à retenir. Vous mettez le mot dimension ici et le mot dimension, en fait vous mettez le mot dimension devant chaque sous-espace vectoriel et ça vous donne la formule qu'on a vue tout à l'heure, à savoir quand on a un sous-espace vectoriel supplémentaire d'un espace vectoriel, sa dimension c'est la dimension de l'espace total moins ça. Donc on a cette formule là. Montrons que H est un supplémentaire de G dans la somme F plus G. Donc pour montrer ça, il y a deux choses. Il faut regarder l'intersection entre G et H, montrer qu'elle est réduite à 0. Et il faut regarder la somme G plus H et vérifier qu'il s'agit bien de F plus G. Donc, première étape. Donc ça, je vais lui donner un nom. Cette propriété-là, je vais l'appeler petit 1. Et je la réutiliserai tout à l'heure. Donc, on veut montrer ça. Si je prends un élément qui est dans G et dans H, peut-être que ce serait bien que je garde le dessin que j'avais fait tout à l'heure. J'aurais pas dû l'effacer parce qu'il aide quand même bien. Alors, je vais le refaire, mais vous l'avez déjà recopié sur votre cahier normalement. Ça, c'était F. Ça, c'était G. Ici, on a F inter G. Et on a pris donc H ici. Pourquoi est-ce que quand je fais l'intersection entre G et H, c'est forcément réduit à 0? On sait, là sur le dessin justement ça se voit bien ce qu'on va utiliser. On sait que H est un supplémentaire de F inter G, donc son intersection avec F inter G, on sait que c'est réduit à 0. Et donc son intersection avec G, elle est forcément
elle est forcément nulle aussi. Parce que si je prends un élément qui est à la fois dans G et dans H, il sera dans G, dans H et aussi dans F, parce que s'il est dans H, il est dans F. Donc, notre élément qui sera dans G et dans H, il sera dans F, dans G et dans H, donc il sera nul. On a donc G inter H égale 0, car si X appartient à la fois à G et à H, alors X appartient aussi à F, parce qu'il appartient à H et que H est inclus dans F. Donc, X appartient à F inter G inter H qui est réduit à 0. Donc X égale à 0, donc l'intersection est réduite à 0. Deuxième point à montrer. Montrons que G plus H, on a aussi G plus H égale F plus G. Alors, donc là, l'inclusion évidemment que j'ai montrée, c'est celle-ci, parce que l'autre, elle est évidente. Et là, l'inclusion que je dois montrer, c'est celle-ci, parce que l'autre, elle est évidente. Comme H, il est inclus dans F, G plus quelque chose qui est inclus dans F, c'est bien inclus dans F plus G. Donc là, ce que je dois prendre, c'est un élément qui est dans F plus G. Donc, car si X appartient... Alors, est-ce que c'est une bonne idée de l'appeler X ici? Je vais peut-être l'appeler Z. Si Z appartient à F plus G, alors Z s'écrit comme un élément de F plus un élément de G ça appartient à G. F. Et un élément de F, là, qu'est-ce que je vais utiliser? Ici, pour montrer ça, j'avais utilisé en fait le fait que H et F inter G étaient des supplémentaires de F. J'avais utilisé le fait qu'ils étaient notamment en somme directe. Là, je vais utiliser la dernière hypothèse que je n'ai pas encore utilisée, à savoir que F se décompose comme un élément comme H plus F inter G. Donc l'élément X qui est là, il va se décomposer lui-même comme X1 plus X2, où X1 va être dans F inter G et X2 va être dans H. Or, F égale F inter G plus H. Donc, le X qui est dans F, là, lui, je le décompose en X1, X2, appartenant à F inter G croix H. Donc ça, c'est pour dire que le X1, il est dans F inter G et le X2, il est dans H. Tel que X égale X1 plus X2. On a donc le Z qui est égal à X1 plus X2 plus Y. Je récapitule, ça c'est un élément de G, le X2 c'est un élément de H et le X1 c'est un élément de F inter G. Et je veux montrer que le Z, il peut s'écrire comme un élément de G plus un élément de H. Ça, c'est un élément de H. Ça, c'est un élément de F inter G, donc c'est en particulier un élément de G.
et j'additionne deux éléments de G. Comme G est un sous-espace vectoriel, la somme des deux reste un élément de G. Donc, F plus G est inclus dans G plus H. Et il y a même une égalité. D'où F plus G égale G plus H. Donc, conclusion de mes deux points, de ce point-là et celui qu'on avait montré avant, G et H sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de F plus G. Donc, G et H sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de F plus G. D'où la dimension de G plus la dimension de H égale à la dimension de F plus G. Là, en fait, j'ai le droit de mettre un plus ici entre les dimensions parce que le plus, il est entouré. D'accord? Là, je n'ai pas le droit d'écrire dimension de F plus G. Évidemment, comme dimension de F plus dimension de G, justement, ça marcherait que si F et G sont en somme directe, à savoir que si l'intersection des deux est réduite à 0. Et donc ici, la dimension de H, on a dit, d'après la propriété que j'avais appelée petit 1, c'était la dimension de F moins la dimension de l'intersection. Voilà, d'où le résultat. Donc on a prouvé ce qu'on appelle la formule de Grassmann. Et cette formule de Grassmann va nous permettre de prouver justement la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires en dimension finie, qui est ce que je vous avais promis déjà au début de la vidéo. Donc petit c, caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires. Alors, théorème. Soit grand E, un K espace vectoriel de dimension finie. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes. Et j'ai oublié, pardon, vous rajoutez, pardon, soit F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Voilà. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes. Les sous-espaces vectoriels F et G sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Si et seulement si, donc on a vu la définition de supplémentaire, c'était que l'intersection des deux est réduite à 0 et que la somme des deux donne E tout entier. Et ici, on va pouvoir remplacer l'une des deux conditions par un argument de dimension. Alors justement, quel est le lien entre la dimension de deux sous-espaces vectoriels supplémentaires? C'est que dimension de F plus dimension de G, ça nous donne dimension de E. Et donc c'est équivalent au fait que F plus G égale E tout entier et dimension de F plus dimension
de G égale dimension de E. Donc, comme pour la caractérisation des bases en dimension finie, la définition de ça, c'est le fait qu'on ait à la fois cette propriété-là et celle-ci, et je peux remplacer l'une des deux propriétés par un argument de dimension. On va faire la preuve de ça. Alors, ce qu'on veut prouver, c'est des équivalences. On sait déjà que 1 implique 2 et que 1 implique 3, évidemment. Ça, c'est la formule qu'on a vue au début. Donc ici, on doit prouver que 2 implique 1. C'est-à-dire que si j'ai cette propriété-là plus cette propriété, alors je peux en déduire que f plus g est égal à E. Donc, preuve de 2 implique 1. Donc, on suppose que f inter g est réduit à 0 et que la dimension de f plus la dimension de g nous donne la dimension de E tout entier. Alors, évidemment, on va utiliser la formule de Grassmann. Pourquoi on va utiliser la formule de Grassmann? Si on arrive à montrer que la dimension de f plus g est égale à la dimension de E, alors on pourra utiliser une des propriétés du tout début de ce paragraphe, qui est que si un sous-espace vectoriel a une dimension égale à la dimension de l'espace vectoriel dans lequel il se trouve, alors les deux sont égaux. Donc ici, il faut juste montrer que la dimension de f plus g est égale à la dimension de E. Donc on a, d'après la formule de Grassmann, la dimension de f plus g, c'est quoi? C'est la dimension de f plus la dimension de g moins la dimension d'intersection. Mais l'intersection, elle est réduite à 0. Sa dimension, c'est 0. On a vu qu'une base de ça, c'était l'ensemble vide. On a, d'après la formule de Grassmann, dimension de f plus g égale dimension de f plus dimension de g moins dimension de f inter g. Ça, c'est égal à 0. Et donc, tout ça, c'est égal à 0. Donc, ça nous fait dimension de f plus dimension de g. Pourquoi est-ce que j'ai déplacé ma brosse? Pour qu'on voit bien l'hypothèse qui est là. Et donc, ça nous fait dimension de E. Donc, j'ai deux sous-espaces vectoriels. L'un est inclus dans l'autre. Ici, f plus g est inclus dans E. Et il y a égalité des dimensions. Donc, f plus g est égal à grand E. Du coup, f et g sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires. J'ai bien prouvé 2 implique 1. Maintenant, je vais prouver 3 implique 1. Donc cette fois-ci, je suppose que f plus g est égal à E et que la dimension de f plus la dimension de g est égale à la dimension de E. Évidemment, je vais encore utiliser la formule de Grassmann. Ici, j'ai encore réécrit la formule de Grassmann, et ça je sais que c'est E. Donc tout ça, c'est la dimension de E. Dimension de f plus dimension de g, par hypothèse ici, c'est égal à la dimension de E. Donc ça simplifie, et du coup,
la dimension de f inter G, c'est 0. Et c'est la même chose que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là. Et lui, il est inclus dans lui. Or, ça, c'est un sous-espace vectoriel de f inter G. Et les deux ont même dimension, donc ils sont égaux. Voilà, donc ça prouve que f et g sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. J'ai bien prouvé que 3 implique 1. Voilà. Donc ça prouve la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires en dimension finie. Et maintenant, on peut faire une petite application. Alors, application, on peut le voir comme un petit exercice. Alors, en plusieurs points. Donc, ici, on pose E égale Mn de K, l'ensemble des matrices carrées. Petit 1, on a déjà vu que l'ensemble des matrices symétriques était un sous-espace vectoriel de Mn de K. Pareil, on a déjà vu que l'ensemble des matrices antisymétriques était un sous-espace vectoriel de Mn de K. Du coup, on peut leur trouver une base. Est-ce que vous êtes capable de déterminer une base de Sn de K et ainsi d'en déduire la dimension de Sn de K? Petit 2, idem avec An de K. Donc ça va nous permettre, on va voir comment trouver du coup la dimension de Sn de K, comment trouver la dimension de An de K. Et du coup, évidemment, pour vérifier que An de K et Sn de K sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de Mn de K, une fois qu'on aura leur dimension, et qu'on aura vérifié que la somme des deux dimensions, ça fait bien la dimension de Mn de K, il suffira de vérifier soit que l'intersection des deux est réduite à 0, soit que la somme des deux vaut Mn de K tout entier. Alors ici, montrer que l'intersection des deux est réduite à 0. Ici, le 0, c'est la matrice nulle, donc souvent je la note au indice n. Ça, c'est pour la matrice nulle. Le petit 3, je ne vais pas le faire ici dans la vidéo, je vais juste le dire à l'oral, parce qu'en fait, on l'a déjà fait. Et petit 4, en déduire, donc quand il y a décrit en déduire, ça veut dire qu'il ne faut pas reprouver des choses. Donc, dans ce type d'exercice, en déduire que Sn de K et N de K sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de Mn de K, dans ce type d'exercice, à cause du en déduire qui est là, il ne faudra pas essayer de prouver que la somme des deux, c'est Mn de K. Vous savez, avec la décomposition qu'on a vue, le fait que n'importe quelle matrice M peut se décomposer comme somme d'une matrice symétrique et d'une matrice antisymétrique. Là, en fait, ça, on ne veut pas l'utiliser. On veut juste utiliser le fait que l'intersection des deux donne 0 et un argument de dimension.
c'est peut-être pas l'exemple le plus simple, mais des exemples, on en a déjà vu peut-être dans R3, etc. Donc c'est un exemple que je trouve assez intéressant, d'autant plus qui permet de revoir un petit peu la notion de base, de sous-espace vectoriel engendré, etc. C'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une base de Sn de k, et pareil pour An de k. Donc, petit 1, toute matrice symétrique est de quelle forme? Alors, une matrice symétrique, c'était une matrice M dont sa transposée est égale à elle-même. Ça veut dire, une autre façon de voir les choses, ça veut dire que AIJ égale AJI pour tout I, pour tout I et J. Donc une matrice symétrique, elle va être de la forme, il y a des coefficients sur la diagonale, A1, 1, A2, 2, point, AN, N. Et puis, le coefficient qui est là, donc a priori, donc c'est A1, 2, va être égal au coefficient qui se trouve là. Donc là, en fait, ce sera le même, ce sera A1, 2 aussi. Ici, on aura A1, 3, et ce sera le même que le coefficient du coup A1, 3 qui est ici. Point, jusqu'à A1, N, A1, N, etc. Et à partir de ça, vous pouvez deviner quelle va être la dimension de Sn de k. Si vous avez compris un petit peu la notion intuitive de ce qu'est la dimension, ce serait un petit peu le nombre de degrés de liberté, le nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer. Et ici, il y a combien de paramètres, justement? Il y a tous ceux qui sont sur la diagonale, donc ça m'en fait n. Et à partir du moment où, je connais cette partie-là de la matrice, forcément, j'ai aucune liberté sur ce qui se passe en dessous de la diagonale, étant donné que ça doit être, ils doivent être égaux, celui-là doit être égal à celui-là, etc. Et du coup, en fait, le nombre de, entre guillemets, degrés de liberté, ce serait le nombre de coefficients qui apparaissent ici. Donc, j'en ai n plus cette partie-là, strictement au-dessus de la diagonale, c'est le nombre de coefficients total, n carré, moins n, divisé par 2, vu que je prends que le côté supérieur. Donc ça nous fait n plus n carré moins n sur 2, ou une autre façon de le voir, on peut dire c'est aussi 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 jusqu'à plus plus petit n, et la somme des n premiers antinaturels, 1 plus 2 plus 3 plus plus petit n, le nombre de coefficients qui est là, ça nous fait n plus 1 sur 2. Et on a dit une autre façon de le voir, c'est n, les coefficients qui sont là, plus le nombre de ceux qui sont strictement au-dessus de la diagonale, c'était n carré, ça c'est le nombre total, moins n, ça c'est ceux qui sont sur la diagonale, et du coup ça me donne ceux qui sont là, mais divisé par 2, parce que je prends que ceux au-dessus. Et ça, c'est n carré sur 2, plus 1 demi de n, donc c'est la même chose que ce qu'on a là, c'est n plus 1 sur 2. Donc on va essayer de montrer que la dimension de Sn de k, c'est justement n fois n plus 1 sur 2. Et comment est-ce qu'on peut le faire pour le prouver? Pour trouver la dimension d'un espace vectoriel, il faut en trouver une base. Je ne peux pas l'écrire comme... Est-ce que je ne peux pas en trouver une famille génératrice déjà, et puis après vérifier que la famille génératrice, elle est aussi libre. Ici, ça est de cette forme-là. J'écrirai après où là tous les coefficients sont dans K. Et ça, c'est
A11 fois la matrice, donc là je vais utiliser les matrices canoniques évidemment parce qu'ils forment une base déjà de Mn de K, donc ça va m'aider. C'est A11 fois la matrice canonique avec un 1 ici et des 0 partout ailleurs, on a noté E11, plus A22 fois la matrice E2,2, plus point 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 plus ANN fois la matrice ENN, donc qui est la matrice avec que des 0 et juste un 1 ici, un 1 en position NN. Ça me donne les coefficients diagonaux, plus le coefficient A12 fois quelle matrice? Fois la matrice avec un 1 ici et un 1 ici. Donc là, ce serait la matrice E1, 2 plus E2, 1. Plus A1, 3 fois la matrice E1, 3 plus E3, 1. Plus point, 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 jusqu'à plus A, donc par exemple le dernier coefficient qui se trouve ici, A, pardon, oui, non, si c'est bon, plus A, le coefficient qui est là, donc on a dit c'est A indice n-1 n, et c'est le même que du coup celui qui se trouve là. Voilà, ça c'est censé être A, n, n-1, mais comme la matrice elle est symétrique, les deux qui sont là ils sont égaux. Donc plus A, n-1, n fois E, n-1, n plus E, n, n-1. Ou j'aurais dû le dire avant, ou les coefficients A1, 1, virgule, point, 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 A, n, n et A... 1, 2 jusqu'à A, n-1, n sont des éléments de K. Sont des scalaires. Voilà. Donc là, du coup, toute matrice symétrique appartient au sous-espace vectoriel engendré par... j'aurais peut-être pu mettre des couleurs. Les matrices qui sont là. Je rappelle, donc cette matrice-là, en fait, c'est la matrice avec que des zéros, et puis juste... voilà, des zéros partout ailleurs, il y a juste un 1 là et un 1 ici. Et voilà, c'est pareil pour les autres. Donc cette famille-là, la famille E11 jusqu'à E1n, et puis cette matrice-là, cette matrice-là, cette matrice-là, alors peut-être qu'on peut leur donner des noms. On peut poser grand M, indice 1, 2, cette matrice-là. Grand M, indice 1, 2, égale... grand M, indice, etc. jusqu'à grand M, indice n-1, n. Qui est donc la matrice, celle-ci, avec... je ne vais pas la réécrire, j'ai plutôt la place, qui est la matrice qui se trouve ici. Voilà. Alors, d'après ce qu'on vient de voir là, la famille
l'appeler F égale la famille qui contient E11, E22 jusqu'à ENN, virgule, et puis toutes celles-ci, les M1, 2, point, jusqu'à M, N-1, N, est une famille génératrice de Sn de K, parce que c'est la formule qu'on vient de voir. Toute matrice de Sn de K peut s'écrire comme combinaison linéaire des matrices qui sont là, donc on a une famille génératrice. De plus, est-ce qu'il s'agit d'une famille libre? Pour savoir s'il s'agit d'une famille libre, on écrit une combinaison linéaire de ces matrices. Et en fait, une combinaison linéaire de ces matrices, inversement, ça va nous donner une matrice comme la matrice qu'on avait tout à l'heure, que j'ai effacée. Et si cette matrice-là est nulle, ben, ça veut dire que chacun des coefficients qui étaient devant était nul. Du coup, on a aussi une famille libre. C'est un petit peu long à rédiger à cause des notations. Du coup, je ne vais pas le rédiger, mais je viens de vous expliquer le principe. Et c'est facile à montrer. De plus, c'est également une famille libre. Donc, c'est une base de Sn de K. Du coup, je peux en déduire la dimension de Sn de K. C'est le nombre d'éléments dans cette famille. Donc là, on en a n plus. Et ici, on a dit c'était n carré moins n sur 2, qu'on peut réécrire en n plus 1 sur 2. Et on va faire pareil pour les matrices antisymétriques. Petit 2. Alors, toute matrice antisymétrique, et de quelle forme? Je ne vais pas tout réécrire, là je vais essayer de faire un peu plus condensé. Elle va être de quelle forme? On sait qu'il va y avoir des zéros sur la diagonale. Et ici, si j'ai A1, 2, là je dois avoir l'opposé. Je dois avoir moins A1, 2, etc. Du coup, toute matrice symétrique va pouvoir s'écrire comme combinaison linéaire de quelle matrice? Si vous avez compris le principe, maintenant ça doit vous sembler évident. Ça va être la même chose, mais sauf que ici, les matrices qui sont là, qui correspondaient aux coefficients en fait qu'on avait sur la diagonale, et on ne va plus les avoir. Et les matrices ici, ce ne sera pas 1, 1, mais ce sera 1, moins 1 ici. Donc je vais l'appeler autrement, je vais l'appeler n, par exemple. Grand N, indice 1, 2, égale ça. Grand N, indice n-1, petit n, égale, et avec un moins ici. Et donc là, ce serait la matrice avec un 1 ici et un moins 1 là. Et des zéros partout ailleurs. Voilà. Alors, la famille de ces matrices-là, n1, 2 jusqu'à n-1, n, est une famille génératrice de AN de K. On va l'appeler, c'est plus F, par contre maintenant c'est F autre chose, je vais l'appeler différemment, je vais l'appeler G par exemple, voilà. Est une famille génératrice de AN de K. De plus, est-ce que c'est également une famille libre? Pour savoir si elle est libre, on écrit une combinaison linéaire de ces éléments-là. Ça nous donne exactement en fait du coup une matrice antisymétrique. Et si cette matrice-là, elle est nulle,
de ce type-là, elle est nulle, ça veut dire que tous les coefficients ici qui étaient devant, là, ils étaient nuls. Donc, on a bien une famille libre. Si c'est pas clair pour vous, je vous encourage à l'écrire, hein, le rédiger. Voilà. Donc, on a bien une base de AN de K. Et la dimension, cette fois-ci, de AN de K, c'est n carré moins n sur 2, ou aussi n moins 1, si je factorise par n moins 1 sur 2. Voilà. Ensuite, petit 3, on doit montrer que l'intersection entre AN et SN de K est réduite à 0. Si on prend une matrice qui est à la fois symétrique et antisymétrique, si j'appelle grand M cette matrice, elle vérifie transposée de M égale M, et elle vérifie transposée de M égale moins M. Donc M égale moins M, c'est forcément 2M égale 0, c'est forcément la matrice nulle. Du coup, l'intersection de AN de K et de SN de K est réduite à 0. Voilà. Et maintenant, on va en déduire, en utilisant tout ça, tout ce qu'on vient de faire, juste l'intersection des deux ensembles Sn de K et An de K réduite à 0 et le calcul de dimension qu'on vient de faire, on va pouvoir en déduire que ce sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de Mn de K. On a vu que donc An de K inter Sn de K est réduit à 0. Et il faut calculer et dimension de An de K plus dimension de Sn de K. Donc, égal. Ici, c'est le dernier qu'on a fait, c'était nn-1 sur 2. Et ça, c'est celui qu'on avait fait en premier, c'était nn plus 1 sur 2. Égal. Si je mets tout, si je simplifie, en fait, ça ferait n carré sur 2 moins n sur 2 plus n carré sur 2 plus n sur 2. Et cela se simplifie. 1 demi de n carré plus 1 demi de n carré, ça fait, si je factorise par n carré, ça nous fait n carré. Et il se trouve, ça tombe bien, heureusement, que ça, c'est la dimension de Mn de K. Donc, on a prouvé qu'on a deux sous-espaces vectoriels de Mn de K. Je ne l'ai pas reprouvé, on l'avait déjà vu avant. Deux sous-espaces vectoriels de Mn de K dont l'intersection est réduite à 0 est telle que la somme des dimensions donne la dimension de l'espace tout entier. Donc, on en déduit, d'après la caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires en dimension finie, donc d'après la dernière proposition qu'on a vue, qui s'appelle donc caractérisation, quand vous voulez l'utiliser, vous pouvez donner son nom, caractérisation des sous-espaces vectoriels supplémentaires en dimension finie. Que du coup, AN de K et SN de K sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de Mn de K. Voilà.